Bonjour, c'est Thomas et bienvenue dans les news créatives. Alors c'est quoi ces news créatives? C'est simplement l'actualité autour du monde créatif digital, que ce soit le matériel, le logiciel, les dramas, du contenu éventuellement sympa, des tutos, bref, tout ce que je peux trouver d'intéressant à vous partager. Alors le rythme est très irrégulier, j'espère que ça va être de plus en plus régulier. L'idée est de sortir, je l'espère, tous les jeudis ou un jeudi sur deux justement, ces vidéos-là en fonction de l'actualité que je vais trouver sur Internet. Alors n'hésitez pas dès maintenant à vous abonner à la chaîne, liker la vidéo au passage, pour être au courant des futures news créatives qui vont sortir et bien évidemment les vidéos de la chaîne, les tests, etc. Autour de ça, vous avez en dessous dans la barre de temps les différents chapitres, comme ça vous allez pouvoir passer directement d'une news qui vous intéresse par rapport à une autre. Et bien évidemment, lâchez-vous en commentaire pour poser vos questions, réagir par rapport aux actualités. Alors on commence avec Apex Maker, fabricant d'imprimantes 3D résine grand format, qui a annoncé un petit peu discrètement pendant le 3D Printunion dans une page de catalogue la nouvelle X2. J'avais testé la X1 sur la chaîne, donc voilà, imprimante très grand format, avec bien évidemment des nouveautés. Et la vraie nouveauté, et moi ce qui m'intéresse, c'est même pas que chez d'ailleurs Apex Maker, mais qu'ils ont introduit un écran de 16K, mais 16K donc de grand format, qui permet d'avoir une résolution de pixels de 24 microns et demi, si je ne me trompe pas. Donc on se retrouve ici avec une machine qui permet de proposer des impressions de très grande taille, mais avec une très grande précision, quasiment aussi équivalente à ces imprimantes 14K qu'on a à l'heure actuelle, qui ont sur un axe des pixels de 24,5 microns. Donc voilà, assez intéressant, surtout qu'en plus ils sont carrés. Alors voilà, on a du 16K pour une imprimante qui propose un volume d'environ 30 cm par 20 par 40 cm de hauteur, donc voilà, on est sur du costaud. Donc, ce qui veut dire que d'autres imprimantes vont commencer à arriver avec ce genre justement d'écran et de résolution. J'ai vu d'ailleurs une autre marque, je ne peux pas en parler, qui propose un écran plus petit de 10 pouces avec justement des pixels qui sont de plus en plus carrés. Car vous l'avez peut-être vu, pour ceux qui font l'impression 3D résine, depuis quelques temps, les écrans ont des pixels rectangulaires, donc on a des résolutions un petit peu pas top. Donc on commence à voir des choses arriver. Donc Apex Maker est le premier à se lancer dessus. Pourquoi? Parce que derrière, la société mère d'Apex Maker est une société qui fabrique les écrans pour imprimantes 3D résine. Donc forcément, ils ont la primeur. Alors, je ne vais pas rentrer dans le débat Apex Maker, parce que je suis le premier à avoir encensé cette imprimante-là. Depuis, c'était je dirais un Kickstarter. La machine a été livrée auprès de plusieurs personnes, dans mes collègues du boulot. Il y a eu des galères pour mal l'utilisateur, un problème de communication de la boîte. Donc voilà, il faut se méfier, mais j'avoue que si Apex Maker propose de tester la X2, je vais peut-être pas dire non, parce que franchement, imprimer aussi grand, d'aussi bonne qualité, moi j'attends que ça. Toujours dans l'impression 3D résine, Lego, un des plus gros fabricants d'imprimantes 3D résine du marché, a annoncé la nouvelle Mars 5 Ultra, et Mars 5 aussi un peu plus discrètement à côté. Ils n'ont pas tardé à révéler la photo de l'imprimante 3D et une petite vidéo sur Twitter. À peu de choses près, on dirait une Saturn 4 Ultra et en plus petit. Il y a même le bac avec l'écran qui pivote à chaque impression. Alors, on ne sait pas plus d'informations, on n'en a pas plus. Bon, moi, je vous cache pas que j'en ai parce que, voilà, on intègre ça dans le logiciel Litchi Slicer. Mais voilà, on dirait vraiment en plus petit une Saturn 4 Ultra, machine que j'apprécie particulièrement, que j'ai testé aussi sur la chaîne. Maintenant, les deux questions, c'est effectivement qu'est-ce qu'il y aura comme écran dessus, toutes les spécifications de la machine, mais aussi quel va être le prix de cette machine-là. Vous l'avez peut-être vu, Lego avec les Saturn 4 et 4 Ultra ont vraiment baissé le prix. On est respectivement à 299 pour la pas chère, enfin la Saturn 4 Ultra, la Saturn 4 tout court, je commence à mélanger les 4 et 4 Ultra et 5 Mars, je suis désolé. Donc voilà, donc la Saturn 4, 299 et 399 pour la version Ultra. Ce qui veut dire que la Mars qui est plus petite, a priori, sera moins chère. Jetable vraiment au doigt mouillé que la Mars 5 Ultra sera sûrement à 299 ou 249 et environ 100 € moins cher pour la Mars 5 tout court. Donc ce qui veut dire que là, au tout du moins, Lego permet de donner l'accès à l'impression 3D résine, on va dire de qualité et en haute résolution, à un maximum de personnes. Et ce qui n'était pas vraiment le move à l'origine, Lego n'était pas le moins cher. Et ben là, ils deviennent vraiment dans les moins chers.
bien sûr, je vous ferai le test de la machine dès que je l'ai entre les mains. Surtout, j'aurai le droit de vous la montrer. Je vais quitter temporairement le monde de l'impression 3D pour vous parler de gravure laser avec Xtool, marque assez populaire de graveuse, découpeuse laser un peu plus haut de gamme, avec l'annonce de la F1 Ultra qui a été faite il y a environ 15 jours, 3 semaines. Je voulais en parler un petit peu avant, j'ai pas trop eu le temps. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette F1 Ultra est une découpeuse graveuse laser à fibre, c'est-à-dire vous avez une source laser qui est en général déportée et qui est transférée jusqu'à en fait un ensemble de miroirs, des galvos, qui vont orienter le laser précisément sur la matière à découper et à graver. Ils avaient la F1 tout court avant, qui était un laser, on va dire, classique. Là maintenant, ils sont passés à un laser fibre, qui est un laser, on va dire, infrarouge pulsé. On peut jouer donc sur la vitesse, sur la puissance, mais aussi sur la fréquence du laser, et ça permet de graver du métal, toutes sortes de métal. Mais souvent, la fibre ne fait que, on va dire, certaines matières comme du métal et tout. Par contre, ça découpe pas du bois. C'est vraiment très limité là-dessus. Et là, ils ont fait un truc sympa, c'est qu'ils ont justement mélangé les deux. Il y a un laser fibre et un laser diode classique. Donc, ce qui permet d'avoir, entre guillemets, un peu le meilleur des deux mondes. Donc, machine qui permet de, voilà, pour les gens qui lancent un business autour de la gravure découpeuse, enfin découpe laser, par exemple pour vendre sur les marchés, les boutiques comme Etsy, etc., de la personnalisation, ça devient vraiment intéressant. Alors, j'en parlerai bien sûr si je peux tester la machine. J'ai contacté Xtool pour dire j'aimerais bien la tester. J'ai jamais testé le laser fibre, hein, je ne vous le cache pas. Bref, ça va permettre justement à tous ces créatifs, c'est pas forcément des techniciens, de faire facilement du contenu, car il y a une des forces de Xtool, c'est pas que les machines qui sont plutôt bien faites, j'avoue, moi j'en ai deux à l'heure actuelle et j'en suis plutôt quand même très content, c'est que l'écosystème dans l'ensemble marche bien, le logiciel pour gérer, même s'il n'est pas aussi puissant que des logiciels spécialisés dans le domaine, je pense notamment à Lightburn, est largement suffisant. Ils ont mis l'IA pour faire du contenu, il y a toute une bibliothèque en fait de matière avec les paramètres dessus et tout, il y a maintenant de la sérigraphie, donc voilà, l'écosystème est vraiment très intéressant. Toutefois, le prix de la machine est quand même relativement cher, donc c'est pour se faire plaisir. Le billet d'entrée est haut, par contre, vous voulez faire du business derrière, là, ça commence à valoir le coup. Et d'ailleurs, les concurrents n'ont pas trop tardé à réagir. J'ai été contacté hier par un fabricant, j'ai déjà fait un test d'une machine, Gwake par exemple, en l'occurrence, Gwake Cloud, pour me proposer de tester leur nouvelle G2 Pro. J'ai encore rien vu en ligne dessus. Voilà, laser fibre MOPA. Forcément qui m'intéresse aussi, et surtout, je ne peux pas en parler du prix, mais qui va être beaucoup moins cher que Xtool. Donc voilà, ça va forcément, l'arrivée d'Xtool sur le marché de la fibre va faire baisser mécaniquement le prix des concurrents, parce que Xtool est quand même un rouleau compresseur marketing derrière, qui marche très bien, notamment aux États-Unis. Donc voilà, chose assez intéressante sur le monde des graveuses laser à fibre, et bien sûr, le jour où j'ai une machine comme ça entre les mains, croyez-moi, je vais vous en parler. Maintenant, on va parler un petit peu drama avec Adobe, ou Adobe en français, qui est l'éditeur du logiciel de Photoshop, Illustrator, Premiere, la suite Substance, etc., qui a mis à jour ses conditions générales de vente, voilà, il y a à peu près une semaine. Et ça fait un gros tollé en ligne pour différentes raisons. Alors déjà, pour commencer, ils ont fait des conditions générales de vente qui sont propres à tous leurs produits. Et une seule condition générale de vente pour tous les produits de la gamme Adobe. Ce qui peut déjà laisser poser des questions de cette généralité par rapport à des produits qui peuvent être des fois très spécifiques. Et ensuite, il y a eu un chapitre qui là a fait beaucoup, on va dire, bondir des personnes, pour rester très poli, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'articles en ligne et beaucoup de gens énervés autour de ces conditions générales de vente mises à jour. Et donc cette première condition, c'était dire, Adobe se réserve le droit de consulter d'une façon automatisée ou humaine les contenus générés par l'utilisateur. Ce qui était relativement flou, avec un petit ajout, mais dans des conditions de la légalité, etc. Avec le très peu de détails, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc vous imaginez les gens, déjà pour des raisons de confidentialité personnelle, beaucoup de gens n'ont pas accepté ça, et d'autres personnes levaient le problème, oui, mais moi je bosse, pas moi, dans du cinéma, du jeu vidéo, je bosse sur des projets secrets et confidentiels, on ne peut pas prendre le risque d'avoir ces données qui soient, entre guillemets, vues, exploitées d'une façon ou d'une autre par Adobe. Bien sûr, interprétation et tout ce qui va à côté a fait envenimer les choses. Adobe a été obligé de faire une communication là-dessus pour préciser que, en fait, Adobe se réservait le droit, pour des raisons d'obligation légale et de loi,
à vérifier le contenu à cause des contenus un peu pédopornographiques, voilà, la pédocriminalité, et de lutter contre ce fléau-là. Donc voilà, ils ont dû un peu changer les conditions générales de vente, faire du rewording, enfin de la réécriture, excusez-moi du terme en anglais, de la réécriture de ces conditions générales de vente et de faire un communiqué là-dessus. Mais ces conditions générales de vente ne s'arrêtaient pas que à là. Il y avait bien sûr un chapitre un peu plus classique qu'on trouve dans beaucoup de conditions générales de vente qui disait qu'Adobe s'autorisait le droit d'exploitation, l'utilisateur donnait le droit à Adobe d'utiliser leur contenu pour plein de choses, bref, la republication, tout ce qui va derrière. Pareil, encore un petit peu trouble. Et donc forcément on dit bah ouais mais ça c'est pour entraîner de l'IA, moi je ne veux pas, j'ai pas envie que Adobe entraîne Firefly, leur système d'IA, pour un jour me retrouver au chômage en utilisant le contenu que moi j'ai créé. Bien évidemment, c'est allé beaucoup plus loin que ça devait l'être par rapport à ces conditions générales de vente. C'est juste que Adobe, et à juste raison parce que je connais bien ce problème-là aussi moi-même, c'est juste d'autoriser l'utilisateur, en fait, enfin Adobe à exploiter les données utilisateurs pour le fonctionnement de ses logiciels et de ses services, voire dans certains cas comprendre à mieux comment faire des services. Mais justement, depuis, Adobe, via notamment un membre de l'équipe de Substance, qui sont des Français au passage, coucou, justement a bien indiqué que Adobe n'exploitait pas les données des utilisateurs, encore moins pour de l'entraînement de l'intelligence artificielle, et au passage, d'ailleurs, Adobe n'utilisait pas leur contenu des clients pour de l'exploitation publicitaire par exemple. Donc voilà, il y a eu vraiment beaucoup de drama. Un point que j'ai quand même oublié de vous dire par rapport au tout premier point de ces conditions générales de vente, l'analyse des données qui est faite par des humains ou automatisée ne concerne que les données uploadées sur le cloud. Ça veut dire que si vous créez des données, comme moi par exemple sur mon ordinateur, et que j'enregistre sur l'ordinateur qui n'est pas dans le cloud, Adobe n'a pas moyen de voir ce qui se passe, ça reste vraiment dans la sphère confidentielle. Par contre, du cloud, ça c'est différent. Donc voilà, donc ça c'était vraiment tout un drama. Mais pour vous dire que faut faire attention à ces conditions générales de vente. Et en fait, on peut mettre n'importe quoi dedans. Si vous ne lisez pas, vous les signez en les acceptant, eh ben, vous pouvez laisser des droits à n'importe qui et de faire n'importe quoi avec vos données d'ordinateur, etc. Là, on parle du monde créatif, mais attention quand même à les lire. Des fois, il y a des logiciels que vous utilisez, et ben, dans les conditions générales de vente, vous avez une version, je sais pas, gratuite ou une version spéciale, eh ben, vous n'avez pas le droit de faire de l'usage commercial. Voilà, c'est des choses qui sont assez classiques, mais il faut le lire. Donc il y a des gens qui sont, sans le savoir, des fois dans l'illégalité. Parce que tout le monde, je pense que, voilà, enfin tout le monde, la majorité des gens, voient ces murs de texte écrits en tout petit, hop, on va en bas, on fait accepter sans lire là-dessus. Donc voilà, c'était un petit peu pour vous dire, attention à ça. Tant qu'on est dans Adobe, les problèmes ne s'arrêtent pas là. La justice américaine s'est penchée sur un autre problème de la société, les abonnements. Vous savez qu'Adobe, comme beaucoup de sociétés, propose de l'abonnement pour ses logiciels. Et ils ont introduit il y a quelques temps un abonnement à moins cher, mensuel, mais marqué annuel, qui peut justement, vous allez voir, tromper les personnes, donc à 59 au lieu de 79 ou 89, je ne sais plus quel est le tarif. Donc bref, un abonnement moins cher. Vous vous abonnez, pas de souci, mais en fait, vous vous engagez pour 1 an. Et si vous décidez de vous désabonner à n'importe quel moment, vous n'avez pas le choix que de payer la moitié du reste de l'abonnement en cours. Donc des gens se sont abonnés pensant acheter pas cher sans aller justement fouiller ces conditions générales de vente ou les petites spécificités, etc. Et au moment où ils disent moi au bout de 2 mois je n'ai plus besoin, je me désabonne, ah ben non, vous devez payer encore par exemple 300 € de frais, on va dire, de terminer, enfin de fin de contrat. C'est une politique marketing, c'est un choix qu'a fait Adobe, mais c'était assez trompeur et forcément, il y a un peu de l'abus vis-à-vis de l'utilisateur, de ce que j'en ai compris derrière. Donc voilà, pour vous dire aussi, quand vous vous abonnez, regardez bien à quoi vous vous abonnez, c'est quoi les conditions et comment en sortir si vous décidez de quitter l'abonnement du logiciel. Je vais repartir sur le monde de l'impression 3D, mais cette fois-ci SLS. Et SLS, c'est quoi l'impression 3D SLS? Alors, j'en ai parlé dans une vidéo sur l'impression 3D métal. C'est un type d'impression 3D avec un laser qui va chauffer localement de la poudre, en l'occurrence ici du nylon, pour faire de la matière. Et du fait que l'objet est dans un bac de poudre, la poudre non solidifiée fait office de support. Donc, on peut imprimer des objets sans support et le matériau le plus simple, donc le nylon,
permet d'avoir une résistance assez importante. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup d'avantages, malgré un état de surface assez poudreux, donc qui manque de, voilà, je dirais de surface bien lisse. Et donc cette société Micron, voilà, lance un Kickstarter qui a déjà commencé pour proposer leur machine à 3000 $, ce qui est un prix ridicule dans le monde justement du SLS. La machine la moins chère, c'est Formlabs, avec la Fuse One, je crois de tête à peu près à 10 000 € hors taxe, et en plus il faut le système de nettoyage qui est aussi à 10 000 € à côté hors taxe. Et déjà 20 000 € pour ce genre de machine, c'est déjà pas cher. Donc voilà, donc pour dire que c'est un projet intéressant que j'ai commencé à suivre. Je vous cache pas que j'en crève d'envie de faire ce Kickstarter, mais je n'ai pas malheureusement de lieu pour ce genre de machine. Pourquoi? Parce que c'est de la poudre qui est très fine de nylon, on peut en mettre partout, donc il faut vraiment un lieu dédié, il faut une sableuse pour dépoussiérer, donc ça demande voilà l'espace pour. Et aussi pour vous dire, ça ne l'oubliez pas, un Kickstarter c'est super intéressant, on a des prix effectivement souvent plus attractifs que le prix final. J'imagine que la machine sera plutôt à 4500 € sans les frais de port, sans rien, etc. Donc voilà, c'est assez intéressant. Mais la machine, là, ici, n'est prévue pour être livrée qu'en avril 2025, donc dans 10 mois. Il peut se passer plein de choses d'ici là. Il y a eu plein de Kickstarter où ça n'a pas marché. Les machines n'ont jamais été, ou le service n'ont jamais été vendus, proposés, donnés aux gens qui avaient payé derrière. Donc en gros, un Kickstarter, voilà, ça n'engage pas la société en face à vous livrer quelque chose. Vous êtes en gros un investisseur avec les chances que ça marche et ça ne marche pas. Mais moi, surtout, ce que je veux dire derrière, hormis ce projet-là que je trouve très intéressant, c'est que ça va permettre justement de lancer peut-être une dynamique avec d'autres fabricants qui vont lancer aussi des machines SLS. Et pour ceux qui, les plus anciens comme moi, se rappellent au début de la résine et surtout du filament, c'était le bazar, ça marchait pas, c'était compliqué tout ça. Maintenant, on a des écosystèmes qui marchent relativement bien, donc peut-être que dans 3, 4, 5 ans, on aura du SLS beaucoup moins sale, on va dire, plus simple d'utilisation et à des prix relativement attractifs. Et ça, forcément, je suis fan. Donc, je vous tiendrai au courant un petit peu, peut-être dans d'autres Poly News là-dessus. Je vous cache pas que j'ai échangé avec le créateur de ce Kickstarter pour peut-être tester la machine, si je trouve un lieu pour le faire. Mais bref, je vous tiendrai au courant là-dessus. Mais en tout cas, je suis super excité avec ça. Un autre produit aussi qui va arriver sur le marché, totalement différent dans l'univers, c'est le MX Ink de Logitech, qui est un crayon pour faire du dessin ou de la sculpture ou d'autres manipulations, on va dire, créatives dans le monde virtuel avec un casque de MetaQuest, voilà, donc casque qui permet justement de faire de la réalité augmentée ou de l'immersion totale. J'en ai un, je vous le cache pas, j'en suis d'ailleurs assez content. Donc voilà, ce crayon permet d'interagir plus facilement que les logiciels, avoir donc une meilleure interactivité qu'avec les différents poignée, sachant que le crayon propose, a priori, de ce que j'ai cru comprendre, 2 zones tactiles, une pour la pointe, parce qu'on peut l'utiliser comme un vrai crayon sur une surface, ou alors au niveau des doigts, quand on le tient, pour gérer de la pression. Donc voilà, chose qui me semble assez nécessaire pour travailler d'une façon précise dans le monde virtuel. Voilà, donc maintenant à voir est-ce que ça va être efficace. Normalement, je crois que c'est des précommandes disponibles pour le mois de septembre, donc encore quelques mois à attendre. Je vous cache pas que c'est pareil, si je peux le tester, je vais essayer de le tester. Je suis même tenté de faire une précommande là-dessus. Mais voilà, le VR qui était un petit peu en train de disparaître depuis quelques temps revient. Alors Apple d'un côté qui a un petit peu lancé son casque hors de prix, mais je l'ai essayé aussi, c'est bluffant. Le MetaQuest marche bien, on sait que voilà, Meta pousse beaucoup derrière. On commence à avoir des accessoires, des logiciels de plus en plus puissants. Je parle de Substance tout à l'heure dans le sein d'Adobe, voilà, Substance Modeler qui marche avec du VR. Donc voilà, c'est plutôt cool aussi de voir ces fabricants se lancer justement dans ce marché du VR. Et comme je disais il y a quelques instants, dès que j'en sais plus, je vous en reparle. Et maintenant, quelques petites nouvelles actus autour de la chaîne donc de Poly Workshop. Alors je ferai souvent un petit créneau comme ça pour parler des vidéos passées, à venir, etc. Donc pour dire que je l'avais déjà annoncé lorsque j'ai sorti la vidéo sur la Orange Storm Giga, qui était un retour à chaud de la machine. Je vais attendre un petit peu que la machine soit vraiment expédiée auprès des premiers acheteurs, disponible dans des magasins pour sortir ma vidéo à froid. J'ai fait des gros projets avec. Elego depuis a mis à jour son firmware plusieurs fois, m'a renvoyé des pièces de remplacement pour la machine pour améliorer des problèmes existants. Donc voilà, Elego a décidé de prendre un peu plus son temps pour être sûr de fournir une machine qui n'a pas les problèmes. Alors j'ai eu un problème avec, j'avoue, la buse s'est écrasée après un changement de filament sur le plateau. Ça, j'en parlerai bien sûr dans la vidéo, mais je n'ai pas eu tous les problèmes qu'ont eu une majorité de youtubeurs, donc peut-être que j'ai eu de la chance là-dessus. Mais effectivement, il y a eu des problèmes qui ont été remontés, et les a l'air de traiter ça d'une façon, je dirais, pas cavalière, mais plutôt assez professionnelle. Maintenant, effectivement, il faudra voir ce que ça va donner au final. Bref,
j'en parlerai un petit peu plus tard. Toujours sur Elego, j'ai reçu il n'y a pas si longtemps que ça la Saturn 4. Je parlais tout à l'heure de ces machines-là pendant le petit segment sur la Mars 5. Bref, j'ai reçu cette Saturn 4, pas chère, et je vais faire une vidéo justement de retour sur la Saturn 4 Ultra avec justement cette Saturn 4 tout court pour dire laquelle est intéressante, la mieux, les forces, les faiblesses, parce que j'ai eu beaucoup de questions justement sur cette machine-là, voilà, en commentaire de la vidéo et sur les différents réseaux sociaux. Donc je vais essayer d'y répondre le plus possible, vous dire est-ce qu'une machine aussi à 300 €, ça vaut le coup? Est-ce que ce tilt dessus, avec le long terme, est-ce qu'il marche bien? Est-ce que par rapport à la concurrence, ça vaut le coup? Parce que justement, j'ai aussi reçu, il y a cette semaine, la M7 Pro d'Anycubic, qui, je vous cache pas, m'a mis une belle claque dans la figure. J'avoue que j'étais pas forcément fan de toutes, enfin j'ai bien aimé, mais pas plus que ça, je dirais, les dernières machines d'Anycubic. Mais là, j'avoue que c'est intéressant. Et justement, dans les autres commentaires que j'ai eus, c'est Anycubic a annoncé cette M7 Pro en même temps que Elego a sorti les premières vidéos de la Saturn 4 Ultra, laquelle je choisis entre les deux. Et donc, j'aime pas faire ça, en général, parce qu'il y a un côté très subjectif, mais je pense que je vais sortir une vidéo pas de comparaison, mais d'explication de l'une et l'autre, les forces et les faiblesses, pour que vous fassiez votre avis sur laquelle choisir entre ces deux marques-là. Ensuite, petit point réseaux sociaux, je me suis lancé sur Thread, le réseau social concurrent de Twitter qui dépend de Meta. Voilà, donc j'essaie de plus en plus de plutôt partager les petites choses du quotidien de mes tests, de vidéos et tout ce qui va à côté. Comme ça, vous pouvez me suivre et interagir avec moi sur ce réseau. J'avoue que j'ai de plus en plus de mal avec X, anciennement Twitter, pour plein de raisons, on va dire, politiques, etc., drama et tout ce qui va à côté. Et justement, dans la lignée de ce que je fais sur Thread, j'ai ouvert un forum dans le Discord de Polyworkshop, j'invite vraiment à le rejoindre, partager vos créations, interagir et tout avec nous. Mais bref, un forum où justement par chaque vidéo que je vais sortir sur la chaîne, alors pas forcément toutes, mais principalement toutes les vidéos que je vais sortir, avec une évolution de mes tests, mes premiers retours, comme ça vous pouvez interagir avec moi avant que je sorte la vidéo, poser vos différentes questions, donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord, les liens comme d'habitude sont en description de la vidéo. Donc voilà pour ces news créatives de cette semaine, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé, pas aimé, est-ce que je parle de trop, vous voulez quelque chose de plus succinct, avec moins d'avis personnels, ou alors justement plus d'avis personnels, avoir peut-être du contenu beaucoup plus large, plus spécifique. Voilà, donc n'hésitez pas à me partager comme ça qu'est-ce que vraiment vous voudriez voir, car le but c'est de vous informer autour de ces news du monde créatif. Si c'est pas ce qui vous convient, autant pas le faire. Donc autant faire quelque chose qui vous plaise derrière. Donc votre tour sera le plus important. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne, d'autres news créatives. Et en tout cas, n'oubliez pas, le plus important, c'est d'être créatif. Allez, bisous, bye bye!